et ensuite, je commence par partager l'écran. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire sur les types de collections standards en Python. L'idée aujourd'hui est de voir qu'est-ce qui existe directement dans la bibliothèque standard, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nos programmes Python en fonction de la problématique qu'on essaie de résoudre. Et nous, on va avoir ici donc une vue très pragmatique de la notion de structure de données. En effet, on ne va pas rentrer dans la théorie derrière l'implémentation de ces différentes structures de données, mais on va essayer de voir pourquoi elles sont douées, pourquoi, par exemple, utiliser en ensemble plutôt qu'une liste, ou dans quelles conditions utiliser en tas plutôt qu'une liste également. Donc, on va essayer de regarder ça, de regarder quelques problématiques, et ces différentes problématiques peuvent se présenter à vous dans différents contextes. Très souvent, ça peut être dans un projet, ça peut être dans un test technique pour résoudre une problématique donnée. Donc souvent, choisir une bonne structure de données va rendre certaines opérations faciles, tandis qu'en choisir une mauvaise va rendre ces opérations difficiles. Et parfois, on a des trade-offs à faire, c'est-à-dire qu'on doit décider en fonction de certaines qualités si on privilégie une structure de données plutôt qu'une autre. Par exemple, pour lancer la discussion, rechercher dans une liste est une opération relativement lente. Donc, si on se concentre sur l'opération de recherche, alors ici, je vais juste mettre en petit texte. Donc, pour les opérations de recherche, choisir une liste. Par exemple, ici, on pourrait simplement juste avoir une liste de nombres. Et puis, cette liste de nombres, elle peut être ordonnée ou pas. Alors, pour l'instant, parce que c'est plus rapide à écrire, je vais la choisir ordonnée. Et ensuite, on va simplement ici importer random, puis faire un random.shuffle pour mélanger tout ça. Donc, nombre. Ici, donc, j'ai une liste de nombres. Alors là, ils se suivent. Je me doute bien duquel est à l'intérieur. Mais on voit donc qu'ils ont été mélangés. Rechercher en nombre dans cette liste est quelque chose de très coûteux, et particulièrement si le nombre est à la fin, par exemple. Donc là, ici, on a un exemple. Donc, une opération comme celle-là, est-ce que 3 in nombre? Alors ici, j'ai juste 10 nombres, donc a priori, il va me trouver que 3 est dans ma liste et il va donner true. Mais effectivement, si ma séquence est beaucoup plus longue, contient des millions de chiffres, voire des millions de structures de données, et que je suis dans une boucle, par exemple, donc systématiquement, rechercher en nombre dans ma liste alors que je suis dans une boucle va être une opération lente. À l'inverse, ici, si je prends une même structure de données, mais cette fois sous forme d'en set. Donc, en set, c'est ce qu'on appelle un ensemble en français. En set, ici, va se représenter à l'aide d'accolades, mais contrairement au dictionnaire, pour le set, on n'aura que des clés, mais pas des valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de nouveau, la même chose. On peut faire ici une recherche. Donc, 3 in nombre 7. Même chose, on obtient le trou. Ici, on n'a pas vu de différence de performance à ce niveau-là. Mais de nouveau, si je suis sur un set de 10 000, 100 000 éléments, et qu'à chaque tour de boucle, je vais commencer à regarder si le nombre que je recherche est à l'intérieur de l'ensemble, à ce moment-là, j'aurai une recherche qui se fait dans un temps constant, qu'on appelle en algorithmique en ordre en.
C'est-à-dire que, en étant constant que j'ai 1000, 10 000, 100 000 éléments à l'intérieur de ce set, la recherche va se faire dans un temps constant, généralement, qui n'est pas proportionnel à la longueur de la liste. C'est-à-dire que si le set, j'augmente sa longueur d'un facteur 1000, peut-être d'un facteur 10 ou 100 plutôt, je ne vais pas percevoir significativement de différence de temps sur la recherche. À l'inverse, en moyenne, la recherche sur... alors là, on va le faire comme ça pour regarder ensuite. Donc, l'opération de recherche est d'ordre 1. Ici, l'opération de recherche, on dit qu'elle est de l'ordre de n. C'est-à-dire qu'en moyenne, je vais parcourir la liste pour trouver un nombre. En fait, il est probable que parfois, le nombre va se trouver au début de la liste. Parfois, le nombre recherché va se trouver en fin de liste. Et donc, en moyenne, il va se retrouver plus ou moins au milieu. Donc, on pourrait dire n. N sur 2, si n est la longueur de ma liste, mais en algorithmique, ce sur 2 ne nous intéresse pas tellement, on n'est pas un facteur de près ici. Donc, globalement, plus la liste est longue, plus la recherche est longue. Donc, rechercher quelque chose dans une liste de 1000 éléments ou rechercher quelque chose dans une liste de 10 000 éléments, ça va a priori nous prendre 10 fois plus de temps en ordre de grandeur. Donc voilà un peu l'idée derrière ce choix de la structure de données. Et donc sur des petits programmes, comme la plupart des programmes qui sont proposés sur notre parcours DA Python, mais enfin, vous ne verrez pas trop de différence. Par exemple, typiquement sur le labyrinthe, si on fait une recherche dans une liste plutôt que dans un ensemble, on ne verra pas trop de différence. Par contre, le choix va avoir d'autres implications. Par exemple, alors on a vu qu'il y a des différences de performance évidentes, mais si je choisis en set ou une liste, j'aurai d'autres implications de bord. Alors, je peux dire, OK, ben, si c'est plus rapide de rechercher dans un set, alors j'abandonne les listes et je n'utilise plus de listes. Et du coup, c'est là que vous voyez que les connaissances des types de collections de la bibliothèque standard peuvent avoir une importance. Parce que chaque structure de données a sa raison d'être. Le set est donc rapide à la recherche. Par contre, je ne peux pas aller rechercher dans un set un élément à une position donnée. Par exemple, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas aller chercher l'élément 0, nombre 0, parce que les positions dans un set n'ont pas d'importance. À l'inverse, si je supprime le set ici, je peux bien sûr dans une liste aller rechercher l'élément 0, le dernier élément avec l'indice -1, ou alors je peux même sélectionner des éléments. Par exemple, je peux sélectionner tous les éléments, peut-être avec un pas de 2, par exemple. Donc, je peux faire des choses sur ma liste où je récupère des différents éléments de la liste par indissage. À l'aide d'un slice ici, je vais pouvoir sélectionner différents éléments. Donc, de nouveau, choisir une liste plutôt qu'un set, ok, ben, le set va beaucoup plus vite à la recherche, et si vous avez beaucoup de recherche à faire, je vous conseille le set. Mais par contre, si vous avez besoin de récupérer les éléments sous forme ordonnée, à ce moment-là, vous aurez besoin d'une liste. Également, le set ne permet pas d'avoir des duplicats. Alors, si dans ma liste initiale, alors de nouveau, mes nombres, on va aller dire dupliqués, je pourrais avoir ici 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc ici, j'ai une liste avec des duplicats. De nouveau, pour certaines applications,
il fait sens de conserver ces duplicats pour une raison qui dépend de l'application. Si maintenant, on vous demande d'éliminer les duplicats et qu'on a la chance d'avoir ces duplicats qui sont éventuellement ce qu'on appelle des itérables, des hachables, donc les chiffres, les chaînes de caractères, les tuples, sont tout ce qu'on appelle des hachables, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans un set. J'essaierai de résumer après le webinaire une liste de tous les nombres ou tous les éléments qu'on appelle hachables et qui peuvent rentrer soit dans la clé dans le dictionnaire, soit dans un ensemble. Donc tous les objets en Python ne peuvent pas aller dans un set, mais dans les types standards, vous aurez les entiers, les chaînes de caractères et les tuples de manière générale qui pourront rentrer là-dedans. Donc ici, j'ai des nombres dupliqués et je peux du coup essayer, alors soit ça a de l'importance et je dois rester sur une liste par exemple, soit ils n'ont pas d'importance, voire je veux les éliminer. Et donc ces nombres dupliqués, ici, on va dire les nombres dédupes, c'est-à-dire dédupliqués. Ici, je peux transformer ma liste en set, nombre dupliqué, et du coup, ma liste, ce qui était une liste au départ et qui était dupliquée, n'est plus dupliqué. Alors là, j'ai également un autre fait de cette déduplication, c'est que pour le coup, j'ai perdu l'ordre initial. En effet, alors là, on ne le voit pas forcément parce que de nouveau, ma structure de données ici, elle est triée. Donc, on va faire ici random.shuffle, nombre dup, les nombres dupliqués, on va juste les afficher, nombre dup. Ici, on voit qu'ils ont été mélangés, que j'ai deux occurrences de 1, deux occurrences de 5, deux occurrences de 4 qui interviennent. Le set nous permet de tout éliminer, mais le set a un effet de bord, c'est qu'il perd l'ordre. Du coup, ici, ils apparaissent comme tous ordonnés par ordre croissant. Ne comptez pas là-dessus. Ne comptez pas trop sur le fait qu'on a un ordre en particulier dans un set. C'est éventuellement un détail d'implémentation sur lequel vous ne pouvez pas vous appuyer. Donc, partez du principe que les nombres dans un set ne sont pas ordonnés dans un ordre particulier et que vous ne pouvez pas vous en servir dans vos programmes. Par contre, effectivement, maintenant, j'ai éliminé les duplicats et ensuite, je peux éventuellement retransformer tout ça en liste en reprenant ma liste dédupliquée. Alors, si je le transforme en liste, je vois que j'ai une liste, mais du coup, cette liste, elle n'a plus grand-chose à voir avec la liste de départ. Donc, j'ai utilisé les listes, les sets. Je vois que les sets permettent d'éliminer des duplicats et que ces duplicats cette élimination des duplicats va impliquer que je renonce à l'aspect ordonné de ma liste initiale. Donc ça, c'est un premier élément dont il faut tenir compte. Il y a bien sûr des possibilités. Alors, ce sera le mot de la fin sur cette comparaison liste et tuple. Je peux éventuellement construire une fonction qui permet de dédupliquer en tenant compte, en conservant l'ordre. Par exemple, on pourrait imaginer ici faire une fonction que j'appelle dedup qui va traiter des items. Et justement, là, on peut se servir éventuellement dans cette pour cela. Donc ici, je vais le faire en français. L'ensemble des déjà vus
OK. Et donc ensuite, on va parcourir pour chaque item dans la liste de mes items. Alors, si il n'a pas été déjà vu, donc if item not in déjà vu, dans ce cas, je vais renvoyer. Alors, vous connaissez, on a parlé du yield l'autre jour, mercredi, à notre webinaire sur le protocole d'itération, sur les itérables et sur les itérateurs. Donc, le yield ici me permet de renvoyer une valeur depuis ma fonction, tout ensuite en continuant la boucle, c'est-à-dire au prochain appel de ma fonction, j'aurai, et effectivement, on va continuer cette boucle. Donc, je retourne l'item ici et en même temps, j'ajoute à la fin de mon set en nombre. Et pour ajouter en nombre dans le set, c'est pas append comme pour les listes, mais c'est add simplement. Et je lui ajoute en item. Donc là, on a éventuellement une méthode de déduplication, enfin une fonction de déduplication qui me permet, par exemple, d'être utilisée dans une boucle, par exemple for nombre in dedup. Ici, nombre, j'avais appelé nombre dup. OK. Donc, je pense qu'on est bon. Et puis, on fait juste en print de nombre ici pour voir ce qu'on a. On a bien ici gardé l'ordre. En même temps, on a utilisé en ensemble ici. On voit qu'on utilise l'opération ici not in ou in dans une boucle. Si mon set devient assez grand, il est important que ce soit un set et pas une liste ici. Comme ça, je suis sûr de le faire, de réaliser cette opération ici aussi rapidement que possible. Ensuite, le yield me permettra d'utiliser le retour de cette fonction qui du coup est ce qu'on appelle un générateur, donc une fonction qui utilise yield à la place de return est ce qu'on appelle un générateur. Et ici donc elle va retourner à chaque tour de boucle une nouvelle valeur qui, on le voit, respecte l'ordre. Donc le 1 vient en premier, le 5 vient en deuxième, le 4 vient en troisième. Ensuite, le 5, il est déjà présent. OK. Donc, comment on veut éliminer les duplicats? Il est éliminé. Ensuite, le 6, il est nouveau, donc il viendra après. Donc, on a bien le 1, le 5, le 4 et le 6, etc. Donc, ici, contrairement à la transformation directement en set où on a perdu l'ordre de notre séquence, ici, on se retrouve avec une séquence où on l'a gardée. Vous me direz que là, j'ai fait un print, mais rien ne m'empêche de directement passer ce générateur dedup maintenant à une liste pour obtenir la liste correspondant à ma liste initiale, mais dédupliquée. Voilà. Donc, la notion de duplicat est une des forces des sets, mais c'est l'ordre dans lequel on retrouve les données, donc la perte de l'ordre au niveau des sets, est éventuellement quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc, en fonction de ce que vous voudrez faire dans votre programme, si vous voulez éliminer des duplicats, mais que vous pouvez vous permettre de perdre la notion d'ordre, vous pouvez très directement transformer simplement votre liste en set à l'aide du constructeur set, en fait à l'aide de la classe set. Si vous ne pouvez pas vous permettre la perdre de l'ordre des éléments, à ce moment-là, une fonction comme celle-là, par exemple, pourrait faire le job. Je profite qu'on travaille sur les ensembles pour essayer de vous présenter également un peu ce type inconnu. Donc, si j'ai un ensemble que j'appelle A, et mettons que cet ensemble A possède, alors les ensembles de nouveau, c'est des accolades, le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. L'ensemble B
possède, par exemple, juste le 7, le 8 et le 9. Donc 7, 8, 9. Les ensembles sont très très pratiques en Python. Vraiment, pratiquement, c'est un des types dont je me sers le plus, mais qui est jamais présenté dans les tutos. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens font des trucs des fois très alambiqués pour faire la même chose. Alors ici, les ensembles en mathématiques possèdent souvent la possibilité, donc, ou trois possibilités qui vont nous intéresser, qui sont l'intersection, donc l'intersection, la différence entre deux ensembles. Et une autre chose qui va nous intéresser, c'est l'union. Donc l'union de deux ensembles. Donc pour faire ces trois opérations, par exemple, on va pouvoir, pour unir les deux ensembles, faire A et B. Pardon, là, c'est l'intersection. Donc ici, on va regarder avec le symbole et, nous pouvons voir très rapidement tous les symboles qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B. Donc ici, savoir que le 7 et le 9 appartiennent tous deux aux deux ensembles est quelque chose de relativement pratique. Je peux essayer de faire la différence entre les deux, ça veut dire d'avoir les éléments qui appartiennent à A, mais pas à B. Et ça se fait également en une ligne. Simplement A moins B nous donne la différence entre A et B. La différence entre A et B signifie tous les éléments de A qui ne sont pas dans B. Et là, on voit également que ça se fait très rapidement ici. La troisième, c'est l'union. Donc l'union, c'est A ou B. Pardon. Alors, ou, hop, voilà. B, comme ceci. Et cette fois, on va unir les deux. OK? On va unir les deux ensemble en prenant tous les éléments de A et tous les éléments de B, on les met dans le même ensemble. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple pratique pour ça? Imaginez qu'on a une liste de positions. Alors, les positions, par exemple, dans un labyrinthe, elles pourraient être représentées par des tuples comme cela, avec, par exemple, la position tout en haut à gauche du labyrinthe, c'est la 0, 0. Et puis après, on a d'autres positions. Alors, mettons, pour me faciliter la vie dans ce webinaire, je vais juste mettre des positions qui sont symétriques et qui sont sur la diagonale d'un carré ou d'un échiquier, par exemple. Le 1, le 2, 2 et le 3-3, par exemple. Imaginons une sorte d'échiquier qui aurait une taille de 4 par 4. La première case correspond au 0, la quatrième correspond au 3. Et ici, donc le 0, 0, le 1, 1, le 2, 2, le 3, 3 correspondent aux diagonales de notre échiquier. Et on veut trouver une position au hasard ici. Alors, imaginons qu'on veut trouver une position au hasard, un petit peu de la manière, à la manière du P3, par exemple, où on veut trouver des positions ou placer des éléments au hasard. Alors, juste pour que le hasard ne soit pas trop problématique, je vais quand même ajouter d'autres positions ici, sur ma diagonale. 6, 6 par exemple, voilà. Donc en carré, en damier ou en échiquier de 6 par 6. Si j'utilise random sample, par exemple, et que je voudrais tirer au sort deux positions sur la diagonale, donc deux positions sur ma diagonale qui est au hasard. Donc je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Et donc on voit qu'à chaque fois que je lance, j'aurai d'autres positions ou d'autres combinaisons. Parfois, certaines vont revenir plus souvent. On voit que le 3-3 est à la mode, mais techniquement, si je le fais suffisamment de fois, je pourrais démontrer qu'il s'agit d'une sélection aléatoire. Voilà, donc là j'ai des éléments, mais imaginons que je ne voudrais pas avoir les extrêmes. Alors si je ne veux pas avoir les extrêmes, je ne veux pas avoir ni le 0, 0 ni le 6, 6.
parce qu'on imagine que ce sont le point de départ et le point d'arrivée de notre labyrinthe. Par exemple, où ce sont des cases spéciales sur lesquelles je ne veux pas avoir à positionner un élément. Alors, je peux très bien ici me servir des opérations d'ensemble pour dire que sur le 0, 0 et sur le 6, 6, par exemple, je ne veux jamais je veux jamais tirer au sort ces positions. Donc ici, je peux prendre les positions et utiliser l'opérateur de différence sur les ensembles pour filtrer. OK. Voilà, donc si je fais ceci, je vois que maintenant, je peux tirer au sort, mais que jamais j'aurai ces positions extrêmes que j'ai enlevées. Donc typiquement, sur un projet comme le P3, j'ai avec des ensembles la possibilité très facilement d'éliminer des positions qui seraient mes positions de départ ou mes positions d'arrivée ou n'importe quelle position sur laquelle je ne veux pas avoir des éléments. Tout ceci peut s'appliquer même de manière plus large au dictionnaire. Alors, puisqu'on a parlé des ensembles, les dictionnaires tiennent des ensembles très similaires aux ensembles. Ce n'est pas pour rien que Python utilise des accolades. Donc, Python utilise des accolades parce que finalement, en ensemble, c'est un peu un ensemble de clés qui n'auraient pas de valeur. Donc, en ensemble et en dictionnaire, c'est plus ou moins pareil. Et si je prends un dictionnaire qui contient des données ici, effectivement, en dictionnaire, par exemple, ici, prenons toujours, qu'est-ce que je pourrais prendre ici des cours. Alors, Python, on va prendre le cours de Le Goff. Après, Django, on va prendre le cours de Céline. Voilà. Et puis, il m'en faut un troisième, MySQL. Et donc, du coup, hop, je ne me rappelle plus l'auteur. Alors, on va mettre inconnu, parce que ce n'est pas très important pour l'ensemble. Voilà. Hop, une virgule ici. Voilà. Donc, j'ai un dictionnaire. En dictionnaire, fondamentalement, c'est éventuellement, on peut être transformé très facilement en un set, puisque set data va me renvoyer en set juste avec les clés, par exemple. Mais également, on pourrait ici également utiliser des opérations de set très facilement en utilisant la méthode keys du dictionnaire, puisque la méthode keys du dictionnaire renvoie, alors il renvoie un objet qui se comporte comme un ensemble. Donc, par exemple, je peux très bien décider d'éliminer un certain nombre de clés de mon dictionnaire, comme par exemple, je ne veux pas la clé Python, par exemple, puis je ne veux pas avoir la clé MySQL, par exemple. Donc, ici, on voit que je peux utiliser ces clés et du coup, je peux très bien reconstruire un dictionnaire très facilement ou filtrer un dictionnaire. Par exemple, si vous voulez un dictionnaire filtré, du coup, data filtered, alors on peut utiliser ce qu'on appelle les compréhensions de dictionnaire ici, et on prend donc la clé et puis la valeur. Donc ici, on va mettre data et key. For key in data.keys moins du coup ce que je voudrais filtrer. Alors ici, on veut filtrer juste Python et JavaScript. Alors, je n'ai pas de JavaScript dans mon dictionnaire, mais si j'en avais, il serait éliminé aussi. La Python sera éliminée. Alors, tag for data in JavaScript. Je crois que je suis dans le bon. On va
Unsupport type moins keys. Voilà, il faut juste mettre les. Et ici, donc on voit que le fait que keys renvoie quelque chose ici qui est assimilable en ensemble fait que je peux très facilement créer des dictionnaires en filtrant certaines clés très facilement, chose qui peut être relativement utile dans certains contextes. Ici, donc on a vu également que je pouvais filtrer, mais je peux comparer, par exemple, deux dictionnaires. Ici, data 1, data 2. Ici, j'ai Python le Goff. Ici, j'ai POO Python. Encore Céline. Et puis, du coup, je peux très bien du coup, essayer de voir quelles sont les clés en commun entre ces deux. Donc, je vous l'ai dit, dans les dictionnaires, les opérations des ensembles s'appliquent. Donc, si je regarde l'intersection entre le dictionnaire 1 et le dictionnaire 2, ici, l'opération sur les ensembles, ou de maîtriser cette opération sur les ensembles, vous permet très facilement, en une ligne, de regarder dans deux dictionnaires quelles sont les clés que vous avez en commun, sans que vous ayez besoin, pour autant, de transformer votre dictionnaire en ensemble. Je peux faire la même chose avec items, donc des couples clés-valeurs. Ici, items et items. Est-ce qu'il y a des éléments dont les clés et la valeur sont les mêmes dans les deux dictionnaires? On voit ici, hop, attendez, alors là, je suis complètement surpris du résultat. Alors peut-être que ça, il faudra que je le reteste par contre. Ce n'était pas du tout le résultat auquel je m'attendais, très honnêtement. Alors, sur les clés, vous avez cette possibilité en tout cas de comparer. Par contre, sur les valeurs, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Donc, sur les clés, ici, on va voir effectivement que les deux sont disponibles. Normalement, c'était peut-être quand même bon. Attendez, c'est peut-être moi qui ne suis pas si réveillé que ça. Items, c'est items. Non, c'est tout bon. Effectivement, les éléments communs ici sont effectivement ces deux-là. Si je modifie et que je mets ici mon propre cours Django et qu'on essaye de voir quels sont les éléments communs, on voit que Django ici n'est plus un élément commun. Par contre, effectivement, ici, Céline. Donc, vous pouvez regarder très facilement entre deux dictionnaires, extraire les éléments communs, extraire les clés en commun, extraire les valeurs en commun, comme je l'ai dit, c'est pas possible parce que vous n'avez aucune contrainte d'unicité sur les valeurs. Les clés sont garanties uniques, mais par contre, on pourrait très bien avoir des valeurs qui se répètent. Et ça, à ce niveau-là, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc voilà pour nos types qui sont le type dictionnaire en plus du type set et en plus du type liste. Le dictionnaire, vous le connaissez déjà, il a la possibilité d'associer une clé et une valeur. Donc en ce sens-là, il est déjà différent des autres. Mais il a également les mêmes qualités que le set, c'est-à-dire que rechercher une clé dans un dictionnaire est quelque chose de très rapide. Et ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est que c'est bien plus rapide de chercher en élément par clé dans un dictionnaire que de rechercher en élément ou d'aller rechercher dans une liste. Voilà. Les types qu'on a présentés ici, ou des types que vous connaissez, il reste le tuple. Le tuple, c'est presque comme une liste, sauf qu'il est immutable. Alors, vous avez tous certainement déjà utilisé des tuples.
Donc le tuple, c'est de nouveau un type comme celui-là, mais sur cette donnée-là, data égale en virgule 2 ici, j'ai aucune possibilité. J'ai la possibilité d'aller, contrairement aux ensembles, j'ai la possibilité d'aller chercher, par exemple, l'élément numéro 2 de data, mais je n'ai pas la possibilité d'aller modifier l'élément numéro 2. C'est-à-dire que si je veux aller ici et puis dire que non, là ce ne sera pas 2, mais c'est 10, je vais avoir donc une erreur. Parfois, dans vos codes, il n'est pas toujours super lisible de se dire, OK, bah, je vais aller chercher l'élément 0 de mon tuple, ou je vais aller chercher l'élément 1 de mon tuple. Parce que 1 et 0, ben pour vous, c'est peut-être clair ce que vous avez mis en première position et en deuxième position, mais pour d'autres, pas forcément. Il existe un autre type de tuple qu'on apporte depuis Collections, qui s'appelle named tuple. Et par exemple, ici, si j'ai besoin de faire très rapidement une classe position, par exemple, on peut faire un named tuple. Alors, je veux faire une position. Ça, c'est un type standard que vous pouvez tout à fait utiliser. Et ensuite, je veux que mon tuple, il est en X et en Y. Alors, hop, valide syntaxe parce que je n'ai pas mis une virgule, voilà. Donc là, j'ai très rapidement une sorte de classe position avec laquelle je peux, par exemple, directement créer ma position de départ. Ma position de départ avec x égale 0, y égale 0, ici, et je pourrais départ.x ou départ.y, ici 0, peut-être que pour que ce soit plus intéressant 1 et 2, pour bien vérifier qu'ils ont bien été affectés. Donc, départ.x, départ.y. Ici, j'ai un tuple qui me permet de faire exactement tout ce que je fais habituellement sur les tuples. Par exemple, si je fais AB égale départ, je peux faire de l'extraction ici directement avec A qui est égal à 1 ou B qui est égal à 2. Donc, je peux extraire les valeurs d'un tuple. Donc, je peux utiliser cette position au départ partout où je peux utiliser un tuple. Simplement, j'ai l'avantage que je peux utiliser ici le fait que les positions, enfin les éléments de mon tuple sont nommés avec un attribut et donc récupérer ces éléments par attribut. C'est un petit peu comme si je fais une classe de tuple. Si je voulais faire l'équivalent en Python, attention, ça brûle un peu les yeux, mais je pourrais faire une classe position en héritant du tuple, parce que tuple est une classe, les multiples standards sont une classe. Le problème de tuple, c'est que c'est en type immutable, donc je ne peux pas du tout hériter de init. Hein, je ne peux pas avoir un init sur un tuple parce que je ne peux pas modifier le tuple. Donc, en fait, il faut directement utiliser le constructeur. Ça nous ramène à une discussion qu'on avait dans le Discord il n'y a pas longtemps. Je peux avoir en X et en Y ici. Et puis, du coup, je peux construire mon tuple ici avec en X et en Y. L'avantage peut-être ici que j'aurai, c'est que je peux ajouter autant de méthodes que je veux par contre. Alors, ce que je vais devoir faire, par contre, si je ne passe pas par les names de tuples, c'est que je vais devoir ajouter éventuellement une property X pour retourner le premier élément de mon tuple, donc le self 0. Et puis, on va, avec une autre property, retourner le Y de notre tuple, avec return self 1. Voilà, donc là j'ai fait l'équivalent d'une sorte de name tuple. On voit que je peux faire maintenant l'arrivée est égal à position. Et puis du coup, je peux faire la même chose. X est égal à 3 et Y est égal à 4.
Hop, required positional. Truc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, pas fait de bêtises. Yes. Super, point new. J'ai effectivement fait une bêtise. Donc, puisqu'on fait de l'héritage, j'appelle super pour créer mon tuple. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, notre arrivée ici est à x et arrivée.y et 4. Donc j'ai le même résultat, mais vous voyez en beaucoup plus de lignes de code. Ici, il m'a fallu 12 lignes de code pour faire l'équivalent de ce que je fais avec un name tuple en une ligne. Donc le name tuple que vous importez depuis collection est à votre disposition pour faire la même chose, ou presque. Je vois que j'ai ici les mêmes propriétés. Je peux faire de l'extraction ici, arriver. Donc tout se comporte pareil, avec finalement peu de lignes de code, mais ici on a vraiment quelque chose de très pratique à utiliser. Donc je vous encourage, si vous avez besoin de documenter votre code et puis pas toujours essayer d'utiliser par exemple des indices, ben, là vous avez cette possibilité qui est très pratique. Ça, c'est le named tuple. Voilà, une chose qu'on peut voir encore, je regarde un petit peu avec 46, je ne tiens pas à mes engagements sur les webinaires d'une demi-heure. Une toute dernière chose qu'on va voir ensemble, et puis je referai un webinaire sur les collections, parce que là j'ai en tout cas pour encore une bonne demi-heure ou 3/4 d'heure d'exemples qu'on peut regarder. Mais ici, on partira sur les tris lors du prochain webinaire. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les multidicts, c'est-à-dire les dictionnaires qui contiennent de nombreuses valeurs. Par exemple, un multidict serait un dictionnaire qui ressemble à ça. Par exemple, une valeur ici qui s'appelle les superlangages. Ici, hop, et puis du coup, je pourrais en avoir plusieurs. Alors, les super langages, bien sûr, on va mettre Python en tête, on va mettre Go en deuxième et Ruby en troisième. Et puis après, les langages normaux, sans qualificatif. Voilà, donc on va mettre PHP, Java, etc. Donc l'idée, ça c'est ce qu'on appelle en multidict, c'est-à-dire voilà, donc j'ai un dictionnaire à laquelle je vais pouvoir ajouter plusieurs valeurs par clé, par exemple. Alors pour créer des multidicts, j'ai un problème, c'est que si je pars d'un dictionnaire vide, dico vide, et qu'on veut construire ça maintenant, alors la première fois que je vais ajouter une clé, ici super langage, super langage. Et puis je vais faire un append. Et puis je vais y ajouter Python. Mais comme mon super langage n'existe pas encore, faire un append va forcément donner une erreur parce que je n'ai pas encore de liste vide qui a été créée. Ici, si je voulais le faire, je devrais d'abord faire un test. If super langage indico, pardon, not indico. Dans ce cas-là, je vais dans Dico et je crée. On va faire ça. Je crée une liste vide et ensuite j'ajoute les choses. Donc voilà. Mais ouais, comme on est un petit peu, comme c'est un cas qui se présente souvent et que j'ai pas forcément envie de faire cette opération pour chaque entrée que je vais avoir ici qui n'est pas encore dispo, je vais utiliser un type qui est également disponible dans collection, from collections, import default dict.
Alors, default dict me permet de définir dico, default dict, et de lui dire, OK, ben, si l'élément n'existe pas, tu crées une liste automatiquement. Et ça marche aussi si tu crées en set ou tu crées quelque chose d'autre. Mais donc, il faut juste lui donner une fonction qui lui permettra de construire l'élément vide. Et à ce moment-là, j'ai plus besoin de tout ça. Par exemple, avec mon default dict, je peux directement faire un append de Python. Et puis, alors, on va voir que Dico, du coup, a mon langage super Python. Et puis, je peux maintenant faire un append. On va faire ailleurs. Hop. En append dans super Python, dans super langage de Go. Là, il ne va pas recréer un autre élément. Donc, on voit qu'il a ajouté simplement Go à super langage. Et puis, du coup, on va également ajouter dans les langages sans qualificatif. Et puis, on va y mettre JavaScript. Allez, hop. Là, il va recréer une nouvelle clé puisqu'elle n'existait pas encore. Et donc, du coup, si je raffiche mon dico ici, évidemment, il m'a rajouté langage JavaScript. Donc, on voit qu'il a bien fait son job. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle clé, il va créer une liste. Et bien ensuite, je peux ajouter plusieurs éléments par clé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les multidicts. Et pour créer un multidict, c'est un avantage d'utiliser un default dict. Et comme dit, on n'est pas obligé de mettre une liste ici, on peut construire des sets à chaque fois. Donc ici, si je fais ceci, hop. Alors, du coup, ce ne sera pas en append. Si je mets en set, ce sera en add. Mais on voit ici qu'on a la même chose, mais cette fois, j'ai un ensemble à l'intérieur et que je peux utiliser des ensembles. Par exemple, si je ne veux pas ajouter deux fois le même langage, par exemple, là, je peux ajouter plusieurs fois Go, par exemple. Je clique plusieurs fois dans mon Jupyter Notebook sur Go et on réaffiche notre dictionnaire ici. On voit qu'il n'y a qu'une fois Go. À l'inverse, si je reprends une liste ici, en append ici pour mon Python, je vais réinitialiser ma structure de données. Ensuite, j'append plusieurs fois Go. Comme on l'a vu, hein, le type set, il gère les duplicats. Et puis, si j'affiche maintenant mon multidict, j'ai effectivement dans la liste, j'ai plusieurs fois Go. Donc avant, simplement en changeant le type là, de liste pour set, vous résolvez ces problèmes de duplicat de nouveau en renonçant à l'ordre d'insertion, etc., etc. Donc voilà, nous avons vu aujourd'hui, je dirais, les bases des collections. La prochaine fois que je ferai un webinaire sur les collections, on verra des choses comme l'état, par exemple, où on verra les différentes files et les files de priorité. Et on verra qu'en Python, il y a des types standards pour la plupart de ces choses. Et donc, pour la plupart des problèmes un peu algorithmiques qui se posent à vous, vous aurez une question qui est choisir le bon type de données. Si vous choisissez le mauvais type de données, ce n'est pas perdu, mais souvent vous avez des opérations qui vous sembleront difficiles, alors qu'avec d'autres types de données, les mêmes opérations pourront sembler faciles. Au début, ce n'est pas facile de choisir les bons types de données. C'est probablement une des choses les plus difficiles quand on débute, c'est de savoir qu'est-ce qui est à disposition. Également, pour savoir ce qui est à disposition, il faut avoir un peu de culture. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les structures de données. Au-delà de l'algorithmique, il y a toute une branche qui s'appelle les structures de données qui vous présenteront les avantages et les inconvénients de ces différentes structures. Une fois que vous apprenez quelques structures de données, posez-vous la question, quelles structures de données de celles que j'ai apprises sont disponibles en standard en Python, c'est-à-dire disponibles sans que j'ai rien à programmer, j'ai juste un import à faire et vous verrez que pour énormément de choses, on peut faire
des miracles avec des types standards en Python et que simplement d'avoir plus de culture à ce niveau-là vous permet de vous ouvrir énormément de portes sur les projets plutôt algorithmiques ou sur les tests techniques qui parfois sont très algorithmiques justement et vous permettront en tout cas de résoudre des problèmes qui vous semblent compliqués parce que vous vous limitez aux listes et aux dictionnaires, alors que si vous élargissez un peu, vous verrez que ces mêmes problèmes peuvent se résoudre en une, deux ou trois lignes. Voilà, on va s'arrêter là pour que vous puissiez rentrer en week-end, pour que vous puissiez profiter également de vos familles, et moi pareil. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et j'essaierai en troisième semaine, donc c'est ma première semaine de webinaire, la semaine prochaine, et je prévois une dernière troisième semaine, donc de remettre en début une suite de ce webinaire sur les collections standards. On pourra explorer beaucoup plus de ce qui se trouve dans collection et dans HipQ ou bien dans DQ, qui sont d'autres modules de la bibliothèque standard, et on verra que déjà là, on couvre énormément de choses. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis encore là 5-10 minutes, donc n'hésitez pas, ceux qui sont pressés d'aller manger. N'hésitez pas également, il n'y a pas de souci. La vidéo sera en replay. J'ai été un petit peu pris de court depuis mercredi sur les vidéos, mais je vais tout mettre ça en ligne ce week-end. Ouais, Thierry, salut. Les Salut. opérations que tu as faites sur les sets, avec les sets, ça Oui, marche aussi sur les types string? ça marche avec les strings, avec les nombres. Avec tous les objets. Alors, ça peut marcher avec nos objets aussi. Mais là, attends, je regarde si Stéphane n'est pas là. Vous ne le connaissez pas, mais comme ça, on ne rentre pas dans des discussions pendant très longtemps. En objet, pour qu'il supporte et qu'il soit hachable, il faut qu'il supporte plusieurs opérations. Et je peux rendre n'importe quelle classe hachable en implémentant la méthode hash. Donc ici, self, hop, qui doit retourner une valeur, qui doit return. Alors je vais mettre return en entier, représentant l'instance. Je pourrais inclure un exemple dans mon prochain webinaire sur les collections, éventuellement. Elle doit également implémenter l'égalité pour qu'on puisse savoir que deux instances sont égales. Donc ici, return vrai. Si deux instances de ma classe peuvent être considérées égales. Donc, ça nous mène vraiment à tout ce qui peut être utilisé, en fait, tout ce qui est hachable peut être utilisé en clé dans le dictionnaire ou dans un ensemble. Toutefois, vos propres classes, par défaut, ça veut dire sans la méthode hash et ec, sont considérées hachables, mais pas comme vous le pensez. C'est-à-dire que si je crée mon propre objet, okay, il va être créé en mémoire, hein, il va recevoir un certain ID en mémoire, et cet objet, mettons que c'est une personne qui s'appelle Thierry Chaput. Maintenant, je crée une autre instance qui est un autre objet et qui s'appelle aussi Thierry Chaput. Donc, par défaut, deux objets, même s'ils représentent la même personne, même s'ils ont les deux noms et les deux prénoms égaux, deux objets vont être considérés comme différents parce qu'ils sont deux entités différentes en mémoire. Donc, effectivement, ils pourront être utilisés comme dictionnaire, mais si je cherche à réobtenir cette clé de dictionnaire, je devrais utiliser exactement le même objet pour obtenir ce que je veux. Les méthodes hash et ec me permettent, par exemple, avec deux instances différentes qui s'appellent les deux Thierry Chaput, comme c'est le même nom, je peux expliquer à ma classe, ou je peux expliquer à Python que l'égalité, c'est si le prénom et le nom sont identiques dans les deux instances, par exemple. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire. Et donc, pour pouvoir utiliser un objet
à l'intérieur dans set ou en clé de dictionnaire, il faudrait idéalement qu'il soit hachable et que la notion d'égalité veut dire quelque chose. Et donc, en principe, avoir ces deux méthodes. Mais pour avoir ces deux méthodes et considérées comme hachables, il faut également que l'objet soit considéré comme immutable. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir, une fois créé, une fois que l'instance est créée, on ne devrait pas pouvoir aller modifier ses attributs et sa structure interne. Donc voilà, ça fait quelques conditions qui font que tous les objets ne sont pas hachables. Donc une liste, par exemple, n'est pas hachable. Donc une liste ne peut pas aller à l'intérieur d'un tuple et une liste ne peut pas être utilisée en clé d'un dictionnaire. Et une liste ne peut pas aller dans un ensemble. Donc je ne peux pas écrire quelque chose qui ressemblerait à, alors là je ne peux pas l'exécuter, mais je ne peux pas écrire quelque chose qui ressemblerait à ça. Et puis à l'intérieur, mettre une liste, et puis j'ai en deux à l'intérieur. OK? Parce que la liste n'est pas hachable. Parce qu'elle peut être modifiée. C'est ça le problème. C'est qu'un objet hachable ne devrait pas pouvoir être modifié. Donc ici, par contre, le tuple en deux peut faire partie d'une liste. Même chose dans un dictionnaire. Si j'ai un dictionnaire et puis une valeur, par exemple, là, je pourrais implémenter typiquement une matrice ou quelque chose comme ça avec deux coordonnées. Donc ici, matrix, par exemple. Hop, on va supposer que voilà, et puis ici, hop, matrix, hop, et puis en virgule 2, je peux obtenir une valeur. Là, ça fonctionne avec en tuple, mais par contre, si je mets une liste à ce niveau-là, on voit qu'il va également me dire que la liste n'est pas hachable et je n'ai pas le droit de l'utiliser en clé dans le dictionnaire. Donc cette notion d'hachabilité va avoir une importance sur ce qu'on a le droit d'utiliser avec un set ou avec un dictionnaire. Et donc du coup, les opérations que je peux faire avec un set, je ne peux pas le faire avec une liste et avec un dictionnaire lui-même d'ailleurs. Mais j'ai éventuellement des manières de contourner. Et là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais peut-être que la prochaine fois, je pourrai aller plus dans les détails. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci, merci. Ouais, c'est bon. Très intéressant les collections. Je ne manquerai pas le web binaire. Très Est-ce qu'il y intéressant. a d'autres questions? Donc, juste une question qui n'a rien à voir. Ça s'appelle comment l'outil que tu utilises là? Parce que c'est pas mal pour faire des tests. Alors ça, c'est un Jupyter Notebook, mais c'est la version Google. Donc c'est un service qui s'appelle Collaboratory, qui est offert dans Google. Donc Collaboratory, voilà. Et en fait, c'est une sorte du Google Docs de Python. C'est directement enregistré dans Google Docs. Et l'avantage, c'est que bon, tu peux mélanger du texte, des cellules de code exécutable. C'est fait pour la data science, donc on a également possibilité d'aller exécuter des choses directement sur des GPU de Google. Donc en termes de performance, je peux effectivement aussi avoir du code qui est très demandeur et l'exécuter là-dessus. Mais pour expérimenter, j'aime bien parce que ça demande zéro install, ça sauve tout dans mon drive. Et puis je peux même directement synchroniser avec GitHub, par exemple, etc. Donc, et c'est gratuit, donc tu peux aller regarder. Merci. Merci pour ce webinaire. Voilà, alors belle soirée à tous et à une toute prochaine pour la suite. Et puis demain, on traitera des imports circulaires qui parfois créent des arrachages de cheveux ou des cheveux blancs pour certains, ceux qui en ont encore, mais les arrachages de cheveux, c'est quelque chose qui m'a causé dans mes débuts beaucoup de problèmes, qui posent à certains de mes étudiants des fois des problèmes surprenants, et on va regarder comment bien comprendre ces imports circulaires et comment les résoudre. Voilà. Alors à une prochaine pour À ceux demain. qui ne verraient pas demain. Merci Thierry. Bonne soirée. Bonne soirée.